Aujourd'hui, j'aimerais un peu te parler de la peur d'être seule, tout simplement parce que c'est une peur à laquelle je me suis confrontée en fait très récemment. J'ai découvert à quel point elle avait un impact dans ma vie, dans mes relations, et quand je l'ai découvert, j'ai décidé de m'y confronter tout simplement, de m'attaquer à ce problème. Et du coup, je voulais te partager un peu comment ça se manifeste au sein de mes relations, comment je m'en suis aperçue aussi, et surtout de quelle manière je compte m'en débarrasser, parce que c'est quand même ça le plus intéressant. Chez moi, cette peur, elle se manifeste de trois grandes façons. En tout cas, c'est ce que j'ai pu relever chez moi. Peut-être que chez vous, il y a d'autres manières. Peut-être même que chez moi, il y a d'autres manières, mais que je ne les ai pas encore conscientisées. En tout cas, la première manière que ça a vraiment de se manifester dans mes relations, c'est que je n'arrive pas à imposer mes limites avec les gens. C'est-à-dire que dans les relations, c'est normal, surtout les relations naissantes, il va y avoir des moments où les gens vont dépasser tes limites, ils vont faire des choses qui te plaisent pas, qui te blessent. Ça va dépendre un peu de tout le monde en fonction de ton vécu, de tes traumatismes, etc. Et moi, en fait, quand ce genre de choses se produisait, je n'arrivais pas à le verbaliser, j'arrivais pas à dire que ça me plaisait pas, que c'était trop, que ça allait vraiment au-delà de mes limites, parce qu'en fait, j'avais vraiment trop peur que les gens me trouvent trop chiante, trop susceptible, trop exigeante et qui décident en fait de s'éloigner de moi parce que ça demanderait trop d'efforts de relationner avec moi, trop de sacrifices, etc. Enfin bref, comme si c'était un truc de fou que de ne pas dire certaines choses ou quoi ou qu'est-ce. Genre c'était vraiment une peur ancrée. Pour vous donner un exemple, j'avais une amie, si on peut appeler ça comme ça, qui vannait tout le temps mon handicap. Donc pour ceux qui savent pas, en fait j'ai un TDAH, c'est un trouble psy. Je vais pas épiloguer là-dessus dans cet épisode parce que ce serait très long. Mais en gros, il faut savoir que ce handicap, c'est un truc qui impacte vraiment la vie quotidienne. C'est un trouble qui est neurologique, donc vraiment, ça se répercute sur tout. Et en fait, à chaque fois qu'un symptôme se manifestait, cette amie, elle me faisait des réflexions, elle rigolait, genre vraiment, ça la faisait mourir de rire. Et elle me rappelait tout le temps que c'était parce que j'étais TDAH que ces symptômes se manifestaient comme si genre j'étais pas au courant. Enfin c'est quand même mon handicap, je vis avec 7 jours sur 7, merci, je sais. Bref, c'était des remarques qui me blessaient énormément. Enfin au début ça pouvait être rigolo, 5 minutes, ok. Mais comme je l'ai dit, c'est un truc qui impacte la vie quotidienne. Donc au bout d'un moment c'est bon quoi, on a compris, je suis handicapée, ok, ha, on a bien rigolé, maintenant on peut vivre normalement ou c'est comment. Bref, du coup je ne lui disais pas, en fait je subissais, je faisais même semblant de rire à ses blagues. Non mais c'est pour vraiment vous rendiez compte à quel point j'osais vraiment pas m'imposer. Genre vraiment je faisais semblant de rire à des blagues qui me blessaient. C'est trop grave. Franchement c'est trop grave. Au final, j'ai quand même fini par lui dire un jour, parce que je m'étais un peu éloignée d'elle à cause de ça, et elle était venue me demander un peu le pourquoi du comment. Quand je lui ai partagé mon point de vue, elle n'a fait que remettre les choses sur mon dos, me dire que j'aurais dû lui dire avant, que ah mais tu sais bien, je vanne tout le monde, bref. Enfin voilà pour ce premier point qui est de ne pas oser imposer ses limites. Le deuxième point qui est complètement en lien avec ça, c'est quand cette fois-là tu oses imposer tes limites, que les gens ne les respectent pas, mais que tu restes quand même dans les relations. C'est quand même très peu utile d'imposer ses limites si c'est pour que quand elles sont franchies, eh ben tu restes quand même. Moi, par exemple, si je peux vous raconter une petite histoire très simple, c'était une amie de longue date, en plus vraiment une amie d'enfance, qui n'a pas voulu vraiment me genrer correctement après mon coming out trans non binaire. Pourtant, je demandais rien de fou, hein, je demandais juste à alterner entre il et elle, entre le masculin et le féminin de temps en temps. Chose qu'elle faisait d'ailleurs avec mon ex de l'époque, mais pas avec moi. Va savoir pourquoi. Bref. Cette amie, du coup, elle ne me genrait pas correctement. Je lui ai fait la demande plusieurs fois, vraiment à plusieurs reprises. Et jamais elle n'a daigné utiliser les bons genres pour parler de moi en fait. Et malgré ça, je restais dans cette relation en fait. Elle a quand même fini par se terminer parce qu'au final, cette personne c'était pas très étonnant, mais elle a soutenu un parti politique extrêmement homophobe, tout ça, en public. Donc à partir de ce moment-là, j'ai vraiment coupé les ponts. Mais n'empêche que s'il n'y avait pas eu ça, je pense que je serais encore dans cette relation où on me respectait juste pas du tout en fait. Et d'ailleurs, je peux aussi parler de plein de relations amoureuses dans lesquelles il y avait des manques de respect vraiment atroces et dans lesquelles je restais parce que j'avais peur de me retrouver toute seule. J'avais trop peur
de me retrouver toute seule, comme si on n'était pas 7 milliards ou je sais pas combien là d'humains sur Terre. Vous moquez pas si je me suis trompée de chiffre, hein. Mais on est beaucoup sur cette planète en tout cas. Enfin bref, passons au dernier point qui est que en fait je relationnais avec des gens qui n'entraient pas du tout dans mes critères et ça c'est quand même un truc de fou parce que je suis quelqu'un qui est très très engagé sur le plan politique et tout et j'ai relationné et franchement j'en ai trop honte avec des gens qui étaient vraiment à des opposés de valeurs et de pensées, c'est stratosphérique, quoi. C'est vraiment dingue. Là, je parle pas de petits différends de pensée ou de petits, vraiment, petits, comment on peut dire ça, petits, je sais pas comment dire, mais c'était pas des petits trucs. C'était par exemple, je pouvais relationner avec des gens qui avaient parfois des propos misogynes, quoi, et je tolérais ça dans mon entourage, alors que dans le fond, c'est pas du tout des choses que je tolère. Enfin, vraiment, je me contentais de ce que un peu la vie me donnait, et c'était pas très joli ce que la vie me donnait, on va pas se mentir. Pour ceux qui me connaissent pas, moi je m'intéresse au féminisme depuis que j'ai 12-13 ans, quoi. Genre vraiment, chez moi, c'est un truc qui est très très ancré, et pourtant, je me contentais de personnes qui avaient des propos vraiment pas fous, bon, pas dans des extrêmes non plus, hein, faut doser, mais tout de même, c'était des gens, dans les faits, ça rentrait pas dans mes critères de personnes avec qui relationner. C'était pas assez de valeurs communes avec les miennes, en fait, tout simplement. Enfin bref, je pense que vous avez compris l'idée. Donc du coup, ces 3 points, vraiment, c'était les choses que je laissais faire parce que j'avais trop peur de me retrouver seule, trop peur de perdre les gens et de ne pas les retrouver, enfin de ne pas retrouver d'autres personnes plutôt. Je pense que c'est aussi lié à mon anxiété sociale, ma phobie sociale, parce qu'il faut savoir que j'ai été plongée dans de l'anxiété sociale extrêmement profonde. Pour vous dépeindre un peu le tableau, il y a 1 an et quelques, peut-être un peu plus, je sais plus vraiment, je ne sortais pas dans mon hall chercher mon courrier parce que j'avais trop peur de croiser un voisin. Genre c'est ce level d'anxiété sociale. C'est pas je fais une crise d'angoisse avant de sortir, c'est je ne sors pas chercher mon courrier, je ne prends pas le bus, j'arrête l'école, j'arrête les loisirs. Genre vraiment j'étais enfermée chez moi, je devais être accompagnée pour la moindre sortie, je ne sortais même pas mes poubelles, je ne mettais même pas les poussières de mon balai dehors. Et encore aujourd'hui, c'est un truc qui me fait un peu peur parce que j'habite en plus un peu dans une rue de zinzin là. Donc franchement, les poussières dans la poubelle, c'est très très bien. De toute façon, si vous êtes confronté à l'anxiété sociale, que ce soit vous-même ou par les proches, vous voyez un peu ce que c'est. Mais moi, vraiment, j'étais dans une forme très très extrême. Aujourd'hui, je m'en sors, je vais chercher mon courrier, j'ai des loisirs, j'ai quelques cours d'art à l'extérieur, je prends toujours pas le bus, j'ai toujours quelques difficultés et tout, mais ça va mieux. Mais je pense que ma peur de me retrouver seule venait aussi de là, parce que en fait... les contacts sociaux étaient extrêmement limités et quand j'arrivais à me faire un ami plus ou moins, je savais que si je le perdais, pour m'en faire un autre, ça allait être compliqué. Enfin, toujours est-il que ces relations, de toute manière, elles finissaient quand même par se terminer. Je les traînais, bien sûr, le plus longtemps possible. Je me poussais dans mes retranchements pour continuer de fréquenter ces gens parce que vraiment, j'avais trop peur de ne pas retrouver d'autres personnes. Mais forcément, ça finissait par se terminer, c'est évident. Mon chat vient de me rejoindre. Donc si vous entendez des ronronnements, c'est pas moi, hein. Et donc voilà, je me sépare petit à petit de toutes ces relations chaotiques et j'arrive à un point dans ma vie en fait où la seule relation restante c'est ma relation amoureuse qui ne va pas bien non plus. Pas seulement à cause de ma peur d'être seule, hein. Ma peur d'être seule c'est pas vraiment ce qui fait que les relations vont mal, c'est plus ce qui fait que je continue dans ces relations en fait. Ce qui n'est pas foufou non plus, mais on va dire que si j'avais pas cette peur, les relations conflictuelles, les relations malsaines ne resteraient pas très longtemps en fait dans ma vie. Bref, du coup j'ai cette relation amoureuse qui ne va pas bien à cause de plein de raisons. Vraiment, je vais pas rentrer dans les détails ici, mais c'est une relation où il y avait beaucoup de manque de respect, beaucoup de violence psychologique et verbale, beaucoup d'excès de colère, etc. Vraiment une relation conflictuelle, c'est le mot. On était très souvent au bord de la rupture et forcément encore une fois on se retrouve au bord de la rupture à 10 jours de mon anniversaire. Alors il faut savoir que me retrouver seule ça me fait très peur
Mais alors me retrouver seule le jour de mes 20 ans, je pense que vraiment c'était une des choses qui me terrifiait le plus. Parce que vraiment, les 20 ans, c'est un anniversaire dont je pense beaucoup d'entre vous se souviennent si vous l'avez déjà passé. C'est un peu comme les 18 ans au final, c'est un peu un deuxième 18 ans. D'ailleurs pour mes 18 ans, j'ai rien fait non plus. Bref, décidément. Mais bon, cette fois c'était pas de ma faute, c'était la faute au Covid. Donc ça va, c'est pas parce que je suis une grosse merde solitaire. Bref, ça me faisait très très peur de passer mon anniversaire toute seule. C'est vraiment le genre de truc que tu vois les gens passer entre amis, même souvent avec beaucoup d'amis. Moi j'ai vraiment cette image de la grosse fête avec les ballons en forme de chiffres devant qui tout le monde prend des photos et tout. Enfin, c'est vraiment pas ce que j'aurais fait personnellement pour mon anniversaire, mais n'empêche que dans l'imaginaire collectif, c'est quand même un truc que tu passes très entouré. Donc du coup, le passer tout à fait seul, j'avoue que c'est quand même assez original. Et d'autant plus que tu t'en souviens. Donc j'avais accepté en fait tout simplement la proposition sans même réfléchir au final. En fait c'est après, le soir, quand j'ai commencé à réfléchir à tout ça et tout, je me suis dit quand même, l'anniversaire c'est censé être un peu ta fête, la célébration de soi, du nombre d'années qu'on a passé, tout ça. Et j'ai accepté de la passer avec quelqu'un qui ne me respecte pas. Je précise quand même, j'ai aucune animosité envers elle, vraiment, je lui porte encore beaucoup d'amour et tout, il n'y a pas de souci. Mais les faits sont les faits, il y avait des manques de respect et j'avais accepté de passer mes 20 ans avec elle, pour ne pas être seule. C'est-à-dire qu'il y a la phrase « ouais, vaut mieux être seule que mal accompagnée ». Moi, c'était tout le contraire, je préférais être mal accompagnée que seule. Donc là, j'ai quand même commencé à me poser des questions. Je me suis dit, franchement, c'est pas normal de réagir comme ça. C'est pas normal de préférer passer son anniversaire mal accompagné que seul. Parce que quand bien même, oui, tu vas t'en souvenir si tu le passes seul, mais tu vas aussi t'en souvenir si tu le passes avec quelqu'un qui te respecte pas, en fait. Donc je me suis vraiment questionnée. C'est à ce moment-là, en fait, que j'ai réalisé que j'avais une peur d'être seule globale, hein, pas juste au jour de mon anniversaire, mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai conscientisé tout ce que je viens de te raconter, toutes les histoires et tout que je t'ai raconté. Et du coup, je suis allée plus en profondeur et j'ai commencé à me demander vraiment au sein de la peur d'être seule, qu'est-ce qui me fait vraiment peur concrètement. Donc j'en ai tiré 7 points, 7 choses qui me font vraiment peur dans la peur d'être seule. Ça fait beaucoup de fois le mot peur, mais écoutez, c'est comme ça. La première chose, c'est que j'avais peur d'avoir personne à qui me confier. Vraiment, avoir personne avec qui je pouvais vider mon sac, lâcher ce que j'avais sur le cœur. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça peut paraître compliqué de s'imaginer tout dire, tout extérioriser en fait avec soi-même. Étant donné que c'est en soi, ça peut paraître compliqué d'extérioriser avec soi-même, c'est vrai. Je t'expliquerai un peu plus tard les solutions que j'ai trouvées à ces petits problèmes. En tout cas, la seconde chose qui me faisait peur, c'était un peu lié d'ailleurs. J'avais peur que personne ne me réconforte. Pareil, quand t'es tout seul, ça peut paraître un peu compliqué de te réconforter toi-même. Parce que c'est quelque chose qu'on nous a pas appris tout simplement à se réconforter soi-même, on compte beaucoup sur les autres pour ça. Un troisième point, c'est par rapport à l'aide. Alors là, je dirais pas que c'est un besoin, parce que déjà de nature, je suis quelqu'un qui est assez indépendante sur ce point-là, dans le sens où je suis très perfectionniste. J'essaie aussi de travailler dessus parce que c'était vraiment maladif, mais ça ce serait le sujet d'un autre épisode. Comme je suis quelqu'un de très perfectionniste, c'est vrai que j'ai tendance à faire les choses par moi-même, à apprendre à les faire, plutôt qu'à demander à quelqu'un d'autre de les faire pour moi, vous voyez. Mais j'avoue qu'il y a certains petits types d'aide où c'est quand même un confort de pouvoir compter sur les gens. En fait, c'est vraiment la sensation de pouvoir compter sur quelqu'un. Par exemple, ça peut être pour avoir un avis, un point de vue extérieur sur quelque chose, ou ça peut être aussi une aide physique. Comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, j'ai un TDAH, donc c'est un handicap qui peut causer quand même pas mal de soucis, qui peuvent parfois être compensés par notre entourage. Bien sûr, l'idée c'est pas de leur mettre une charge mentale sur la tronche, mais juste des fois c'est vrai que c'est agréable quand quelqu'un se propose pour t'aider à faire un peu de ménage parce qu'en fait tu t'es laissé déborder, parce que t'avais d'autres choses à faire et que t'as pas su t'organiser par exemple. Donc c'est vraiment ce petit confort d'aide, de soutien. De toute façon le soutien en fait c'est un autre point que j'ai marqué dans ma liste, mais il s'agit un peu d'autre chose, j'y viendrai après. Mais c'est vrai que ce petit truc de se sentir pas seul dans la merde en fait, tout simplement, vraiment se sentir accompagné, je dirais. Je sais pas si vous arrivez à saisir un peu l'idée, mais bon, toujours est-il que ça c'est pas vraiment un besoin que j'avais. D'ailleurs,
Je précise quand même que ces 7 points ne devraient pas être des besoins que les autres devraient combler. C'est pas normal que ce soit des besoins, je pense. Peut-être que je dis des bêtises, mais je pense pas que ce soit normal. Bref, passons au 4e point, qui est tout simplement la peur de se sentir isolé. Alors ça, c'est très lié à mon anxiété sociale dont je t'ai parlé tout à l'heure, parce qu'en fait, ma seule manière de rencontrer des gens, de me faire des amis, ou de juste d'avoir des relations même amoureuses, c'était de relationner avec les amis de mes amis. C'est-à-dire que j'avais une amie ou un ami avec qui je m'entendais bien, plus ou moins, en fonction de ce que je t'ai raconté tout à l'heure. Mais voilà, au cours d'une soirée ou quoi, j'allais rencontrer ses amis à lui ou à elle, et j'allais devenir amie avec certains d'entre eux, et certains allaient même devenir plus que des amis, voilà. Et ça a toujours été ma manière de fonctionner, je pense d'ailleurs que c'est la manière de fonctionner de beaucoup, mais très très rares sont les fois où les rencontres se sont faites sans intermédiaire en fait, juste parce que on s'est trouvé au même endroit au même moment et on a discuté. C'était très très rare chez moi parce qu'évidemment ça implique soit de faire le premier pas, soit de tomber sur quelqu'un qui fera le premier pas. Et en général, les gens sont assez timides. Moi, en plus d'être timide, j'étais anxieuse sociale. Donc évidemment, moi, pour que je fasse le premier pas, vous pouviez toujours courir. Et donc, forcément, les possibilités de rencontre étaient extrêmement faibles. Donc, j'avais encore plus peur d'être seule, puisque rien que le fait d'être seule allait engendrer une encore plus grande probabilité de rester seule. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, je pense que tu vois ce que je veux dire. Donc je vais passer au point suivant, le 5e, si je me suis pas perdue, qui est, je pense, assez commun, que je pense toi aussi tu ressens probablement, et je pense d'ailleurs que ça peut être lié à plein de choses. Moi je pense que c'est lié à ma peur d'être seule, mais je pense que c'est possible que ce soit lié à d'autres choses aussi. C'est la peur de ne pas se sentir aimée. Je saurais pas expliquer pourquoi, parce qu'au final, moi, je m'aime plutôt bien. J'apprécie ma compagnie et tout, mais déjà, s'aimer et se sentir aimé, c'est pas pareil. Ou être aimé et se sentir aimé non plus. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que mon ex m'aimait beaucoup, mais pourtant, je me sentais pas aimée, ou pas tout le temps en tout cas. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Pour le coup, cette peur de ne pas se sentir aimé, ou en tout cas cette appréhension de ne plus se sentir aimé, je pense que c'est une peur qui est assez facilement contrable, on va dire, je sais pas si ça se dit, mais qu'on peut assez facilement contrer et combler soi-même en fait. Je pense que c'est assez simple. En tout cas, moi, dans ma situation, je pense que c'est pas quelque chose qui va être trop compliqué que de me sentir aimée par moi-même. En plus de ça, je précise quand même, parce que depuis tout à l'heure je parle de solitude, mais j'ai quand même une famille, notamment ma famille proche avec qui j'ai des très très bons liens. Vraiment, j'ai une famille aimante, j'ai cette chance. Je sais que c'est pas la chance de tout le monde et que du coup, ce dont je parle peut être carrément amplifié chez des personnes qui n'ont pas du tout de famille sur qui compter, qui ont des familles dysfonctionnelles, etc. J'en ai très bien conscience. Mais toujours est-il que je pense aussi que la façon dont on se sent aimé par sa famille et par des gens qui ne sont pas de notre famille, c'est pas non plus la même chose. Parce que quelqu'un de ta famille qui t'aime, c'est quand même normal, on va dire, ou du moins qui essaye d'entretenir des bons rapports avec toi. Même si je sais encore une fois que c'est pas le cas dans toutes les familles, mais quand c'est le cas, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas un exploit que d'aimer son enfant, que d'aimer sa sœur, etc. Après on peut avoir des discordes, des différends, mais on essaie quand même de vivre ensemble, vous voyez. Donc c'est pas la même sensation d'amour que quelqu'un qui te doit rien, qui n'est pas obligé de te fréquenter, mais qui décide de le faire et qui décide de t'aimer et qui décide de vraiment relationner avec toi. C'est vraiment pas la même chose. Le point suivant, dont je te parlais tout à l'heure d'ailleurs, qui était un peu la peur de manquer de soutien, mais je parle plus peut-être d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire la peur qu'on ne me soutienne pas dans ce que je fais, dans tout ce que je peux produire, mes projets, etc. C'est vrai que je suis peut-être quelqu'un qui a besoin de validation. C'est quelque chose que j'ai remarqué en fait parce que j'ai enregistré ce podcast plusieurs fois étant donné que c'est mon premier. Les premiers étaient vraiment pas fous, mais pendant un des premiers podcasts, j'ai vraiment réalisé en direct que c'était pas vraiment une peur de pas être soutenue, mais plus
un besoin de validation, je pense. J'ai pas encore eu le temps vraiment de creuser le sujet. Je te mettrai peut-être l'extrait où je réalise ça dans les anciens enregistrements, parce que c'est quand même assez drôle comme séquence. Donc si je te l'insère maintenant. Je parle pas tant de soutien émotionnel, mais plus de soutien dans ce que je fais. D'avoir quelqu'un qui me dit que ce que je fais c'est bien, que c'est une bonne idée. Vous voyez ce genre de soutien où on valide un peu. En fait, peut-être j'avais besoin de validation. Je suis en train de le découvrir en enregistrant. Ouais, peut-être que c'est ça. Peut-être que j'avais besoin de la validation des autres pour me sentir en confiance dans ce que je faisais. Je crois que c'est exactement ça, bordel. On découvre des choses. Bref. Donc voilà, comme je le dis, c'est quelque chose que je viens un peu de conscientiser, donc je vais pas vraiment épiloguer là-dessus, mais c'est vrai que un peu peut-être aussi lié à ce que je disais tout à l'heure, dans le besoin d'aide, d'avoir des avis, je parlais de ça, ça peut aussi être lié à ça, je pense. C'est un peu fouillis tout ce truc-là, donc je vais vraiment pas trop épiloguer, je t'en dirai plus dans les prochains podcasts si ça s'éclaircit. Et enfin, la dernière peur, la dernière crainte qui est en fait la moins importante, j'ai gardé pour la fin, c'est le regard de la société. Ça, on va dire que c'est ce qui m'impacte le moins parce que tout simplement dans mon passé, j'ai été beaucoup confrontée au regard des gens. Et donc c'est quelque chose contre lequel je suis malheureusement blindée, c'est pas super cool puisque si je suis blindée contre ça, c'est parce que malheureusement j'ai vécu des trucs pas cool. Donc c'est pas quelque chose qui me fait très peur, mais c'est vrai que ça traverse quand même l'esprit et que ça avait quand même le mérite d'être abordé dans ce podcast parce que c'est vrai que quand t'es vraiment seule, que t'as pas de relation amoureuse ni amicale, tu passes vite pour une personne désagréable, voire toxique. Les gens regardent vraiment les gens seuls d'un mauvais œil. Et donc une fois que j'ai conscientisé vraiment les 7 points que je viens de t'énumérer, je me suis dit vraiment là, il n'y a plus aucune autre solution, il faut que je me confronte à cette solitude, à cette peur d'être seule, même si c'est quelque chose qui me terrifie, même si on est à 10 jours de mon anniversaire, à 10 jours de mes 20 ans et que je dois les passer seule, il faut que je le fasse. Il faut que je me fasse ce cadeau parce qu'en fait c'est le seul moyen que j'ai de pouvoir espérer un jour construire des relations saines avec les gens. Et en plus de ça, franchement, j'ai vu ça comme une opportunité de fou puisque, ok, j'ai peur d'être seule toute l'année et encore plus le jour de mon anniversaire. Mais donc si je passe mon anniversaire seule, le reste de l'année, c'est tranquille, c'est chill. Donc voilà, j'ai vraiment vu la chose comme un cadeau à moi-même, un grand pas, une grande décision dans ma vie que je vais m'offrir pour mes 20 ans. Et ça me permet vraiment de pas appréhender en fait le fait de passer mes 20 ans seule. Parce que oui, effectivement, je vais m'en souvenir et j'espère bien justement que je vais me souvenir que pour mon anniversaire, je me suis offert vraiment ce cadeau de travailler sur soi, de prendre ses responsabilités sur le point de vue de ses relations et vraiment d'apprendre à se respecter au final, puisque rester dans des relations dans lesquelles on n'est pas heureux simplement parce qu'on a peur de se retrouver seul, c'est vraiment ne pas se respecter soi-même pour moi et c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire au final pour mon anniversaire. Une fois que j'ai pris cette décision de passer mon anniversaire seule, j'ai commencé à me questionner sur les 7 points en fait que je t'ai cités tout à l'heure. J'ai commencé à me demander comment je pouvais un peu les effacer pour certains ou les combler pour d'autres. Et pour la peur de ne plus avoir personne à qui se confier, j'ai réfléchi. Au début, j'ai pensé à un journal intime. Alors je sais que ça peut convenir à certaines personnes, mais moi, écrire, c'est vraiment pas quelque chose auquel j'arrive à me tenir. Je vais écrire 1 page, 2 pages et je sais très bien que le carnet va traîner dans un coin comme absolument tous les carnets qu'il y a chez moi. Ça va être un gâchis et je vais pas m'y tenir, ça va pas être efficace, donc je savais que ça, c'était pas la solution. En réalité, en fait, ce que je faisais avant, c'est que j'avais une story privée sur Snap avec mes amis les plus proches où je racontais tout simplement ma vie, mes pensées, vraiment, c'était un peu comme un journal intime au final. J'attendais pas forcément de réponse de la part des gens, de temps en temps j'en avais. Après, je sais aussi que tout le monde ne l'écoutait pas forcément en entier parce que je parlais vraiment beaucoup, des fois je répétais la même chose de 5 ou 6 manières différentes, donc vraiment je comprends que tout le monde ne l'écoutait pas en entier ou ne l'écoutait pas tout le temps, mais toujours est-il que je parlais quand même à des gens et maintenant, comme tu t'en doutes, il n'y a plus personne dans cette story privée et je vais quand même pas me mettre à parler
à un mur, ça serait un petit peu étrange. Et en fait, tout naturellement, l'idée de ce podcast m'est venue puisque c'est à peu près le même concept, mis à part qu'il faut que je fasse attention à pas trop répéter 5-6 fois la même chose d'une manière différente, mais heureusement il y a le montage pour ça. Il faut que je structure un peu plus ce que je raconte, mais au final, ça me permet de me livrer indépendamment des autres, c'est-à-dire que j'attends pas forcément de réponse, j'attends pas forcément d'auditeurs, même si j'en ai, c'est très cool. Et en plus, si je peux peut-être aider les gens en partageant mon point de vue, mes réflexions, c'est vraiment génial, ça serait vraiment cool. Mais c'est pas forcément mon objectif premier, je le fais vraiment pour moi. Et je pense que c'est sain et que c'est une bonne chose de faire les choses pour soi d'abord. Ça permet de pas être déçu et je sais que c'est quelque chose que je vais continuer même si ça fonctionne pas forcément. C'est vraiment pas l'objectif premier en fait de ce podcast. Et donc le jour où je prends cette décision de lancer mon podcast, on est le 3 décembre et je décide que le premier épisode sortira pour mon anniversaire qui est le 10 décembre. Parce que c'était une manière pour moi vraiment de concrétiser, de rendre vraiment concret, il n'y a pas d'autre mot, cette démarche de vraiment travailler sur cette peur d'être seule, de commencer à combler mes propres besoins moi-même. Et donc quand j'ai pris cette décision, ça me laissait 7 jours pour faire tout ce qu'il faut faire pour monter un podcast, donc dessiner une cover. Bon ça heureusement, si tu le sais pas, je suis artiste, donc j'ai dessiné ma cover moi-même assez facilement. Mais après il fallait encore que je trouve et que j'achète le matériel, il fallait que je me renseigne sur les logiciels de montage, il fallait que j'enregistre l'épisode, que je l'écrive. J'ai commencé par l'écrire en entier, l'enregistrer une première fois, me rendre compte que ça faisait vraiment trop lecture. Donc finalement, j'ai pris un bout de feuille, j'ai résumé mon grand texte en quelques points et j'ai enregistré en fait cette version que tu es en train d'écouter qui est bien meilleure que toutes les précédentes parce que j'en ai pas enregistré qu'une. Là, à l'heure actuelle, on est le 8 décembre, ça veut dire qu'il me reste 2 jours pour faire tout ce qu'il me reste à faire, c'est-à-dire le montage, me renseigner sur les plateformes d'hébergement, etc. Donc comment te dire que c'est le rush, mais c'est pas plus mal parce que si jamais tu connais un peu le TDAH, donc le trouble dont je te parlais tout à l'heure, on est des personnes assez impulsives, on prend ce genre de décision, on commence à lancer des projets vraiment toutes les semaines, sauf qu'on va jamais au bout à cause de ce trouble et tout. Franchement, si tu veux un épisode sur le TDAH pour t'expliquer ce que c'est, j'en ferai un, mais je vais pas commencer à t'expliquer ça ici parce que vraiment c'est compliqué, mais on va jamais au bout de nos projets. Et donc là vraiment je me suis mis une deadline de 10 décembre et puis je me suis vraiment aussi dit que c'était pour mon anniversaire, donc c'est une raison de plus d'aller au bout. Je me suis vraiment dit cette fois, même si l'épisode est pas fou, même si c'est pas parfait, même si c'est dur, il faut que tu ailles au bout, il faut que tu postes ce premier épisode parce qu'il faut que tu te lances, parce que tu en as besoin et parce qu'il faut que tu concrétises cette démarche que tu fais pour toi-même. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tu es en train de m'écouter. Je suis vraiment contente d'être allée au bout de ce projet. Évidemment c'est pas encore parfait, je sais que j'ai dit encore beaucoup mais je vais essayer de faire attention. Après je pourrais aussi les couper, mais honnêtement j'ai vraiment envie que ça reste un podcast assez naturel. Le but c'est vraiment de vous parler comme je parlerais à n'importe qui proche de moi. Je veux pas que ce soit un contenu hyper lisse, hyper travaillé. Vraiment je pense que tout est dans le titre, discussion nocturne. C'est vraiment vous partager mes réflexions un peu. De toute façon je pense qu'on en a tous eu des discussions nocturnes, on est dans notre lit, on parle jusque très tard avec quelqu'un parce que en fait il fait noir, on est derrière notre téléphone et on peut se livrer sans aucune conséquence ou presque. Donc voilà, c'est un peu l'idée de ce podcast. J'espère en tout cas que le premier épisode t'aura plu. Je pense fortement que dans le prochain épisode ou peut-être dans ceux à venir en fonction, j'essaierai de plus développer comment je compte combler ou effacer tous les 7 points que je t'ai cités juste avant. Là je t'ai déjà parlé de comment je compte régler ma peur d'avoir plus personne à qui me confier, mais il reste encore beaucoup de points à aborder. Il y a des choses que je sais même pas encore comment je vais les régler à l'heure actuelle, à l'heure où je te parle, mais forcément je vais être obligée de travailler dessus et donc je te partagerai sûrement ça soit dans le prochain épisode, soit dans des épisodes un peu plus lointains en fonction de mon avancement dans mon travail personnel. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, que c'était pas trop désagréable à écouter. Si jamais t'as des suggestions d'ailleurs, hésite vraiment pas.
Je débute complètement, comme je t'ai dit, il y a une semaine, j'avais même pas de micro. Donc vraiment, je suis preneuse de tous les conseils. Tu peux aussi me dire quel sujet t'aimerais peut-être que j'aborde, parce que c'est vrai que j'ai parlé de pas mal de choses dans cet épisode que j'ai pas approfondi, donc il y aurait moyen de faire pas mal d'épisodes sur tout ce que j'ai évoqué. J'espère que si toi aussi t'es concerné par la peur d'être seule, que cet épisode t'aura peut-être donné envie de soit t'y confronter ou du moins commencer à te questionner sur ça. Si je peux te dire une chose, c'est que si t'as peur d'être seule et que tu te retrouves seule, t'as plus lieu d'avoir peur puisque t'es déjà dedans. Ce qui fait peur, c'est vraiment de sauter le pas. Donc je peux que t'encourager à le faire si c'est ce dont tu as besoin. Si jamais tu veux suivre l'actualité du podcast, je te conseille de suivre les comptes discussion.nocturne sur Insta et TikTok. Ça te permettra peut-être de participer à la conception des épisodes, au choix des sujets et puis tout simplement de te tenir informé des prochaines sorties parce que je ne sais pas encore vraiment à quelle fréquence je vais sortir des épisodes. Je te tiendrai au courant de tout ça sur les réseaux sociaux. Si jamais tu t'intéresses à l'art aussi, tu peux me suivre sur mon compte taika.art. De toute façon, je pense que tous les liens seront en dessous de cet épisode, tu n'auras pas du mal à les retrouver. Je te remercie vraiment, vraiment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ça me touche, mais tellement profondément. S'il y a encore quelqu'un là en train de m'écouter, vraiment ça me va droit au cœur. Je te fais des gros bisous, vraiment, particulièrement à toi là qui est encore en train de m'écouter. Et puis tout simplement, on se retrouve soit sur les réseaux sociaux, soit au prochain épisode. Bisous! Et c'est maintenant que je dois me taper du montage. C'est génial!